Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour la deuxième analyse de BOP de la saison 2025 du WEC avec les 6 heures d'Imola qui auront lieu ce week-end. Les Ferrari seront-elles en mesure de laver l'affront de la fin de course désastreuse de l'an dernier pour aller chercher la victoire à domicile? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles on va tenter d'apporter une réponse dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous encourager, si vous aimez ce contenu, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. C'est la manière la plus simple pour vous de me soutenir dans ce type de vidéo. Avant de se concentrer sur Imola, revenons quelques instants sur les 1812 km du Qatar et ce qu'on a pu y constater. Alors, on a eu un triplé Ferrari, triplé historique, comme on avait eu l'an dernier, un triplé Porsche, là aussi, historique. Donc, Losail, c'est vraiment le circuit des triplés en 2 éditions jusqu'à maintenant. Au niveau des écarts qui étaient constatés, eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, j'étais pas trop mal au niveau de mes calculs que j'avais fait avant la première manche. En effet, si on regarde ce graphique que je vous affiche à l'écran, qui lui prend en compte les 60% des meilleurs tours de la meilleure voiture de chaque constructeur, eh bien, on a des écarts qui sont assez intéressants à regarder. Alors déjà, pourquoi est-ce que on se base sur ces fameux 60%? En fait, c'est très simple, c'est parce que c'est via cet indicateur que on calcule la BOP. Alors, on ajoute également en plus les 10 meilleurs tours en course dans le calcul, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée sur la BOP que je suis en train de préparer. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, malgré que Ferrari ait fait un triplé, les écarts en tête de peloton, en tout cas avec BMW, Toyota et Cadillac, n'étaient pas si importants que cela. En effet, comparé à mes pronostics que j'avais fait, j'avais sous-estimé un petit peu le potentiel donc de Toyota et de BMW. Cadillac qui sont à peu près finalement là où est-ce qu'ils étaient, en l'occurrence un poil plus rapide. Pour Alpine et Porsche, et bien là aussi on reste assez près de ce que j'avais envisagé. Pour les deux voitures pour lesquelles on n'avait pas de données, que sont Peugeot et Aston Martin, eh bien Peugeot, ça a été un petit peu compliqué et c'est notamment dû au fait qu'il n'avait pas roulé avec la 9X8 2.0, parce que l'an dernier c'était la version 1 qui roulait là-bas. Donc là c'était entre guillemets la première course de cette voiture sur ce circuit, donc il y avait un petit peu de difficulté comparé aux autres. Les seuls qui étaient dans le même cas finalement c'était Aston Martin, mais la voiture était complètement nouvelle, donc il y avait encore plus de progrès à faire. Donc Peugeot un petit peu en retrait, et Aston Martin, bonne surprise parce que finalement pour la première course de la voiture on n'est qu'à 1 seconde 2, c'est franchement assez prometteur et j'espère qu'ils vont rapidement réduire l'écart et je pense qu'ils en ont très largement le potentiel. On va maintenant passer au terrain de jeu de cette deuxième manche, le circuit d'Imola, un circuit avec beaucoup de rythme qui est également assez bosselé. C'est un circuit qui est également caractérisé par sa difficulté à dépasser, où finalement c'est plus la stratégie qui va faire la course, soit au niveau des ravitaillements où on va tenter de faire des refueling un peu plus courts pour passer devant et avoir la position en piste, ou encore on va tenter d'allonger au maximum ses relais pneumatiques. Justement, en parlant de relais pneumatiques, statistique assez impressionnante de la course de l'an dernier, on a eu 129 tours faits par les pneus qui étaient situés du côté gauche de la Ferrari, d'une des Ferrari. Ça faisait plus de 3h30 de course, donc ça montre bien que la dégradation des pneus n'est pas aussi le plus grand des sujets sur cette course. On va maintenant parler du fameux point qui est le point des 250 km/h, là où est-ce qu'on les dépasse. Donc sur ce circuit-là, on les dépasse 3 fois. La première fois étant littéralement à l'endroit où est placée la ligne de départ avec vous voyez, jusqu'au virage 2. Ensuite, on dépasse une autre fois juste avant le virage 9 à Piratella. Et enfin, on dépasse juste après le virage 16 et avant le virage 17, le virage de Rivazza. Au total, ça nous fait un passage au-dessus de ce seuil de 13 secondes sur un tour qui fait un peu plus d'1 minute 30. Donc à ce niveau-là, voilà un petit peu pour ces éléments-là qui vous verrez serviront un petit peu plus tard dans la vidéo. On va donc passer maintenant à la table de BOP révélée pour l'édition 2025 des 6 heures d'Imola. Comme d'habitude, je ne m'attarde pas les changements au niveau de l'énergie par relais, puisqu'en fait, ces paramètres-là sont directement calqués sur les ajustements de masse et de puissance. On va maintenant se concentrer sur la comparaison avec la BOP de l'an dernier, parce que c'est vraiment là qu'on peut constater des différences intéressantes ou pas. Et donc, justement, si on regarde, là, il y a littéralement quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est la cure d'amaigrissement qu'a subi la Peugeot comparée à l'an dernier. Elle a perdu 31 kg sur la balance. Sinon, hormis cela, toutes les voitures ont pris, sauf l'autre voiture française, l'Alpine, qui, elle, garde la même masse que l'an dernier. Sinon, dans les voitures qui ont le plus pris, on a la Porsche
ainsi que la Cadillac avec 20 et 11 kg de prix sur la balance. Maintenant, si on regarde du côté de la puissance, là aussi il y a des changements par rapport à l'an dernier avec de nouveau les deux voitures françaises qui sont les mieux loties à ce niveau-là sur la puissance, donc avant 250 km/h, avec donc l'Alpine qui prend 5 kW, la Peugeot qui va tout simplement aller à la puissance maximale. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'elle descend à la masse minimale aussi, donc là pour le coup la Peugeot elle est théoriquement en performance maximale. À ce niveau-là, elle ne peut pas aller plus vite. Pour ce qui est des changements de puissance, là par contre, il y a aussi des gros changements pour Toyota qui, comparé à l'an dernier, perd 16 kW. Et également Cadillac qui en perd 7, qui perd 7 kW, donc avant 250 km/h. Maintenant, si on regarde après 250 km/h, et bien là, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on peut constater, qui n'est d'ailleurs pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on pouvait voir sur les précédentes manches et notamment la fin de saison dernière, c'est qu'en fait, eh bien, ceux qui ont une puissance assez élevée avant 250 km/h ont pour le coup une grosse baisse après 250 km/h, et inversement, ceux qui ont une puissance bien baissée sur la phase d'accélération ont derrière un gros gain de puissance pour leur permettre d'atteindre quand même une vitesse de pointe convenable. Donc, typiquement, pour Alpine et Peugeot, eh bien, ça représente donc 23 kW en moins après 250 km/h et 18 kW en moins. Ferrari, qu'on connaît pour sa vitesse de pointe assez élevée, a pris 11 kW en moins. Et à l'inverse, justement, chose intéressante, c'est donc que Toyota et Cadillac, qui étaient donc les deux voitures respectivement bien pénalisées sur la phase d'accélération, eux par contre, ils ont un vrai boost de puissance, parce qu'en fait, on est soit à puissance maximale, soit quasiment à puissance maximale sur la fin, après cette phase-là, après le passage du seuil de 250 km/h, donc ça leur permet quand même de monter en vitesse sur les 2/3 de la ligne droite de départ-arrivée. Par contre, sur le reste du circuit, entre guillemets, ça ne sert pas à grand chose. Je disais que ça allait impacter la vitesse de pointe, et bien justement, regardons la vitesse de pointe de l'édition 2024, enfin les vitesses de pointe de l'édition 2024. Comme je vous disais, Ferrari était très bien loti, et à l'inverse, Cadillac était à la peine, et bien justement, avec ce changement de BOP, ça devrait là aussi la monter. Donc globalement, on doit avoir les deux extrêmes qui devraient converger, avec, je pense quand même, vraisemblablement, vu des changements qui ont été mis en place, Alpine et Peugeot qui devraient avoir les deux vitesses de pointe les plus faibles. On verra si c'est le cas ou pas, mais c'est quand même le pronostic sur lequel je m'avancerai. Rythme en course de l'édition 2024. Alors là, ce rythme de course, il est basé sur les 50% des tours les plus rapides de chaque voiture, enfin la moyenne des 3 pilotes qui sont dans chaque voiture. Et bien voilà ce qu'on peut voir. Donc le rythme de course, Ferrari était devant, mais là pareil, l'avance n'était pas outrageuse. En rythme de course, on était seulement sur 1/10 plus vite que Toyota. Porsche était un petit peu plus loin, et par contre après on avait vraiment un écart avec BMW qui était plus de 5/10 derrière, avec Cadillac, Peugeot encore plus loin et Alpine encore plus loin à plus d'une seconde en rythme pur. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir à partir du rythme de l'an dernier et avec l'intégration des données de la BOP de cette année, qu'est-ce que cela peut donner au niveau de la hiérarchie. Voici justement le rythme de course théorique pour 2025 auquel je suis arrivé. Donc voilà, j'ai mis mes hypothèses sur lesquelles je me suis basé pour avoir ces gains / perte de temps entre les différents constructeurs. Et donc ça nous donnerait une hiérarchie avec Peugeot qui serait située en première position, avec Ferrari en embuscade à quand même 4/10 de seconde, Toyota qui sera encore plus loin à quasiment 7/10, BMW et Porsche qui seraient extrêmement près entre 8 et 9/10 de Peugeot, Cadillac à 1 seconde et Alpine à 1 seconde 3. Donc on voit bien ici assez nettement le gain de temps que permet l'allègement et la prise de puissance de la Peugeot, donc ça lui fait gagner quasiment 1 seconde au tour. Il y a un petit problème avec cette analyse, c'est que ça ne prend pas en compte le potentiel d'amélioration des marques. C'est pourquoi, en compilant les données relatives aux différents constructeurs sur les courses précédentes, eh bien, j'ai abouti à ce graphique qui représente une fourchette d'où est-ce que ces derniers pourraient se placer. Donc en fait ça intègre plusieurs choses telles que justement le gain au niveau de l'exploitation ou encore la possibilité vraiment d'extraire la quintessence de la BOP qui nous a... C'est bien beau d'avoir une BOP favorable, mais derrière il faut réussir à exploiter le potentiel dans la voiture. Ça c'est une toute autre histoire, et donc c'est également ce que permet de représenter justement ces incertitudes que je vous ai matérialisées. Donc je vais faire constructeur par constructeur pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai établi la hiérarchie telle que vous la voyez à l'écran. Alors Peugeot,
C'est très simple, Peugeot ils ont toujours eu du mal à exploiter, enfin jusqu'ici, des BOP favorables dont ils ont bénéficié, donc ça pourrait faire que typiquement, malgré l'avantage théorique absolument écrasant qu'ils ont, eh bien ils pourraient être derrière Ferrari, voire derrière encore plus. Alors j'ai pas voulu mettre un intervalle non plus trop important, au risque que ça paraisse grotesque, donc on verra dans les faits où est-ce qu'ils se placent par rapport à cet intervalle que j'ai défini, mais en tout cas, il y a possibilité qu'ils se retrouvent derrière Ferrari, alors que d'un point de vue théorique, bien, pourtant ils sont bien devant. Mais encore une fois, c'est lié à l'exploitation du concept, etc. Donc voilà ce niveau-là. Ferrari, eux, leurs incertitudes sont bien plus faibles, puisque, bah, entre guillemets, ils sont chez eux, ils sont dans leur jardin, donc le potentiel de variation est assez faible. Toyota, eux, ils ont un potentiel de variation qui est plus projeté vers l'avant, comme BMW, puisqu'ils ont réussi à plusieurs reprises à faire des prouesses avec une BOP pas forcément avantageuse, via notamment leur expérience et leur exploitation parfaite de leur voiture. Pour BMW, cette incertitude là aussi est plutôt portée sur l'avant, puisque eh bien, on est sur une pente globalement ascendante niveau performance du côté de BMW depuis maintenant quelques mois, donc ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent à faire mieux que le rythme initial que moi auquel je suis arrivé avec mes calculs. Pour ce qui est de Porsche, là je suis un peu plus dans le clou, j'ai été un peu plus conservateur au niveau de l'incertitude de performance. Je sais pas vraiment comment est-ce qu'ils vont se situer, parce que typiquement ils ont eu un week-end assez en demi-teinte du côté du Qatar. Certes, ils s'étaient pas aidés avec la BOP, mais quand même, je les aurais pensés peut-être un petit peu plus prompts à faire des choses pour se sortir de l'ornière, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour eux. Pour ce qui est de Cadillac, eh bien, au vu du manque de rythme en course l'an dernier, assez compliqué à placer, mais potentiellement, ils peuvent là aussi bien se placer bien à l'avant de la fourchette que j'ai dessinée, donc on verra dans les faits si c'est le cas ou pas. Et enfin, pour le dernier constructeur qui était présent ici l'an dernier, Alpine, eux, avec une course particulièrement compliquée, et surtout vu que l'an dernier ils avaient fait la course sans avoir roulé au préalable sur le circuit, ils ont un gain potentiel de performance absolument énorme pour cette édition, donc c'est pour ça qu'ils ont là aussi une incertitude autant portée sur un gain de temps potentiel, donc on verra où est-ce qu'ils se retrouvent. On peut pour finir Aston Martin, Aston Martin, en fait, je les ai replacés par rapport aux données seulement du Qatar, donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que la fenêtre est aussi large, mais globalement, en gros, avec le changement de BOP, il devrait être à 1,5 seconde de Ferrari environ, alors peut-être que du coup, avec le gain déjà sur l'exploitation, ils pourront se rapprocher, on verra, mais c'est pour ça que la fourchette est aussi large. Alors maintenant, vu qu'on a fini la revue d'effectifs du potentiel de performance des uns et des autres, je vais me risquer au pronostic. Alors, si moi j'avais à miser sur quelqu'un, valeur sûre, je dirais Ferrari. Si j'avais une grosse cote à prendre, je choisirais Peugeot. Dans les faits, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les planètes s'alignent, on a un potentiel d'avoir un peloton très très serré, et ce serait vraiment top, qu'on ait une bagarre absolument incroyable entre tous ces constructeurs ce week-end. Voilà, on a maintenant terminé cette analyse de BOP. J'espère que vous avez apprécié cette dernière. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!